Bienvenue pour cette nouvelle conférence au cours de laquelle nous allons nous intéresser à ce qui se joue au cours des 1000 premiers jours de la vie, puisque de sa conception jusqu'à la fin de sa 2e année, le bébé se développe et se transforme à vue d'œil, donc en réponse bien sûr aux échanges avec son entourage, mais aussi sous l'effet de son environnement physique et chimique. Et donc d'ailleurs, des chercheurs, notamment de la cohorte Marianne, s'intéressent beaucoup à ces questions. C'est une cohorte qui a été lancée en mars 2022 et qui va inclure 2300 familles, donc pendant une durée de 10 ans. C'est notamment l'un des sujets que nous allons aborder donc, au cours de cet échange. Et je vous demande d'applaudir Amaria Bagdadli, qui répondra donc à nos questions et à vos questions, ainsi que Philippe Desruelles. Bonjour Monsieur Desruelles, et pour animer nos échanges, Guillaume Gralet, donc rédacteur en chef du service Tech et Sciences du Point, qu'on peut applaudir aussi. Guillaume, on est ravis de vous retrouver pour cette très belle table ronde sur les 1000 premiers jours de la vie. Merci beaucoup Hélène, merci beaucoup à vous deux, et ce que je trouve fabuleux dans les discussions qu'on a pu avoir tout à l'heure et dans ce que vous allez nous présenter, c'est que c'est un voyage dans le temps en fait. On va s'intéresser aux 1000 premiers jours, donc grosso modo on s'intéresse tout ce qui se passe avant 2 ans chez un bébé, et la question que j'avais envie de vous poser à tous les deux, c'est pourquoi on s'intéresse, pourquoi c'est si important que ça ces 1000 premiers jours? Bonjour à tous, et merci de nous accueillir pour discuter effectivement des 1000 premiers jours. Alors, les 1000 premiers jours, c'est une façon de définir l'importance de ce qui se passe bien longtemps avant la naissance, dès quasiment la conception, puisqu'on sait que le développement de l'enfant, son développement cérébral et tous les aspects de son développement commencent dès les premiers mois de la vie fœtale, embryonnaire. Et puis, ce développement va se poursuivre d'une manière assez incroyable jusqu'à 2 ans. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu que le développement et la plasticité cérébrale, c'est toute la vie, effectivement. C'est toute la vie. Mais cette période des 1000 jours, donc avant la naissance et 2 ans après la naissance, c'est une période durant laquelle le développement de l'enfant, notamment au niveau neurologique, est tout à fait spectaculaire. Et au-delà, durant laquelle les expositions de l'enfant à son environnement sont très sensibles. C'est-à-dire que l'enfant va être particulièrement sensible à des expositions de diverses natures. On va probablement en parler tout à l'heure. Je sais pas si... Philippe, ouais. Oui, c'est exactement ça. Les 1000 premiers jours, c'est vraiment cette période qui correspond à la grossesse, puis les 2 premières années de la vie. C'est une période hyper importante parce que c'est la période de développement du bébé, puis du jeune enfant. Et c'est à ce moment-là où la maman, mais aussi on y reviendra, le papa, vont lui apporter un certain nombre de choses qui vont l'influencer toute sa vie. Et moi, j'aime bien ce diagramme qui est de dire que les 1000 premiers jours, c'est le commencement de la vie, et puis ensuite, ça oriente vers les bons rails toute notre vie future. C'est-à-dire que les gènes ne changent pas, mais c'est l'expression des gènes qui peut être modifiée. Alors c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire qu'on a tous des gènes qui d'ailleurs sont très peu différents les uns des autres. Mais ce qui fait que moi je fais moins d'1m70 et que Guillaume fait plus qu'1m70, c'est la manière dont nos gènes se sont exprimés. Et ça, c'est ce qui est entre les gènes, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et les 1000 premiers jours, ils vont être hyper influencés justement par cette modification de l'épigénétique. Et l'épigénétique, ça se transmet ensuite de génération en génération. Alors on l'a surtout démontré chez les souris, mais on le sait aussi chez l'être humain, parce que notre maman, elle a fait pendant la grossesse, va influencer la plupart du temps positivement notre vie, mais au travers de notre épigénétique. Maria, allez. Alors moi je voudrais compléter aussi ce que tu viens de dire en évoquant que l'environnement qui compte pour le bébé, ce n'est pas seulement celui de ses proches, papa et maman, mais l'environnement social de manière élargie, et donc la politique sociale de la ville au niveau national, etc. Ce sont des choses qui comptent, l'accès aux crèches, l'accès aux loisirs, l'accès à un logement de qualité, etc. Le fait de ne pas être trop exposé à de la pollution atmosphérique, etc. Tout cela compte. Ce n'est pas uniquement l'environnement immédiat avec papa et avec maman. C'est l'environnement familial, mais social élargi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que c'est clé. On va en parler tout de suite. Et puis, on va aussi
c'est ça que je trouve très intéressant, s'adresser à vous un peu sur le mode du conseil. C'est-à-dire que tout à l'heure, on se disait, c'est pas très bon, par exemple, qu'une maman ou un papa, d'ailleurs, soit en contact de peinture juste avant la naissance, par exemple. Mais est-ce que, Philippe, j'avais envie de vous entendre juste pour terminer sur le rôle du papa, qui est... Alors, on met beaucoup de charge mentale sur les mères tout le temps. C'est une vraie difficulté, mais cette notion des 1000 premiers jours nous a aussi appris que les papas jouaient un rôle très important. Alors eux, les 1000 premiers jours, ça commence même un peu avant, puisque les spermatozoïdes ils sont fabriqués depuis plusieurs mois avant même la fécondation. Donc c'est important de rappeler que par exemple un papa qui est obèse ou qui mange mal, ou alors qui consomme de l'alcool ou qui fume, va va avoir une influence un peu négative sur cette épigénétique de son futur enfant. Et donc c'est important aussi de bien partager la charge mentale sur l'ensemble du couple, si tant est qu'il y a un papa et une maman. On sait aujourd'hui qu'il y a des couples homoparentaux, les choses sont devenues un peu différentes, mais en tout cas, si on s'adresse aux spermatozoïdes et aux ovocytes, la responsabilité, elle est partagée par les deux. C'est important, voilà, de bien partager tout ça pour libérer un peu le poids qui peut peser sur la maman. Si on revient effectivement sur l'environnement, est-ce qu'on peut aller un peu sur le mode du conseil, peut-être les choses à ne pas faire sur lesquelles on peut avoir justement prise? Alors peut-être qu'avant de parler des conseils qui peuvent être donnés, on peut revenir à la notion dont on a discuté tout à l'heure de l'exposome, et rappeler qu'aujourd'hui on s'intéresse, quelles que soient les disciplines. Moi je suis psychiatre pour enfants, mon collègue est gynécologue obstétricien. On s'intéresse aujourd'hui à l'exposome. C'est quoi l'exposome? C'est l'addition de nos expositions depuis le début de notre vie, quasiment depuis notre conception jusqu'à notre mort. Et qu'est-ce que sont les expositions? C'est l'exposition à notre environnement chimique, par exemple, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, etc., mais aussi notre alimentation, mais aussi, j'allais dire, notre bien-être émotionnel, le stress, avoir de l'anxiété, etc. Donc, on sait aujourd'hui que l'exposome, et en particulier l'exposome précoce, celui des 1000 premiers jours, va avoir un impact très important sur notre développement quasiment toute notre vie et notre santé quasiment toute notre vie. Et aujourd'hui, des chercheurs qui s'intéressent à des adultes ou à des personnes âgées, on a vu tout à l'heure Sylvain Lehmann avec le centre d'excellence sur les maladies neurodégénératives, eh bien, ces chercheurs vont regarder dans les 1000 premiers jours les déterminants de la santé très longtemps après. On sait aussi les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. etc. Donc voilà, déjà peut-être ça campe bien le décor. On faisait le calcul tout à l'heure, en gros les 1000 premiers jours vont influer sur les 39 000 à peu près qu'on peut espérer vivre ensuite. Et donc là, l'exposome, c'est la capacité d'observer, c'est ça, tout cet environnement, ce à quoi on est exposé, c'est ça? L'exposome, c'est simple, c'est tout ce à quoi on est exposé. Ça passe par l'alimentation, il y a l'activité physique, il y a évidemment l'environnement chimique, ce qui vient d'être rappelé, il y a aussi le bruit. Toutes les expositions ont une influence sur notre corps, et dans cette période des 1000 premiers jours, elle est d'autant plus importante. Après, il ne faut pas se stresser. Le bébé, c'est aussi ce que vous vouliez souligner. Il est capable de s'adapter, même à un environnement négatif. Justement, l'épigénétique fait qu'il va y avoir des phénomènes d'adaptation qui vont être souvent plus positifs que négatifs, parce que justement l'être humain est capable de cette plasticité, pour revenir à la présentation d'avant. Et cette plasticité, on la retrouve au niveau du génome, et heureusement, et c'est un élément très très positif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tout s'interdire en stressant trop, parce que là ça peut être à contre-emploi. Et vous me citiez tout à l'heure l'exemple d'une maman qui courait énormément, c'est ça? Je pense qu'il faut s'adapter chacun à ce qu'on est. Je me souviens d'une maman que je suivais quand je travaillais à Strasbourg. Elle faisait du trail. Donc, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui courait dans la semaine, tous les jours, entre 25 et 50 km. Et le week-end, elle faisait une sortie longue, ça veut dire qu'elle faisait plus de 50 km le week-end. Donc par semaine, elle faisait... Et alors par semaine, quand elle était enceinte, elle continuait à courir 180 km par semaine. Donc quand elle racontait ça, les obstétriciens, les sages-femmes, ils en tremblaient. Mais en fait, elle a adapté. Donc je crois que le premier conseil, c'est de dire, regardez ce que vous faites, et ne changez pas fondamentalement vos habitudes de vie si elles sont bonnes, parce qu'on s'aperçoit que plein de parents font plein de choses bien.
Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Et puis après, s'il y a des choses à changer, utiliser la grossesse comme une fenêtre d'opportunité. C'est un très bon moment pour changer des règles d'hygiène de vie, mieux manger, mieux dormir, comme dirait Bappé, reprendre une activité physique, mais adaptée à ce qu'on a fait avant. On ne va pas se mettre du jour au lendemain à courir 5 km par jour si on ne faisait pas d'activité physique. Puis après, faire attention aux peintures, aux meubles, ne pas s'exposer à un environnement chimique néfaste. Et ça, il faut aussi demander conseil à votre sage-femme. Les sages-femmes jouent un rôle très important sur ces notions autour de l'environnement, à votre gynéco. Les maternités aussi ont pris beaucoup d'engagement. Donc si vous ne savez pas, n'hésitez pas à demander. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui disponibles. Alors juste avant, merci beaucoup à Maria que vous détailliez la cohorte Marianne. C'est un projet absolument génial que vous pilotez. Je voulais juste faire une toute petite parenthèse sur les écrans, parce que bon, voilà, ils font partie de notre vie. Moi, j'en utilise tous les jours, mais beaucoup, plusieurs fois par jour. Il y a quand même un consensus sur les 1000 premiers jours. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre conseil, en fait ? Actuellement, la position, c'est pour les tout petits. Avant 1 an, c'est 0 écran. 0 écran. Non pas qu'il soit établi que l'exposition aux écrans entraîne des maladies, par exemple des maladies du développement, mais on sait que cette exposition, en particulier quand elle est importante, va limiter le développement, par exemple, de l'attention. Donc la préconisation aujourd'hui est d'utiliser d'autres supports de relation avec l'enfant. Il y a tellement de choses intéressantes à faire avec un enfant de quelques mois que je pense qu'on peut se passer des écrans. Mais en même temps, je voudrais dire qu'il ne faut pas culpabiliser les parents qui n'ont pas d'autre solution. Qu'il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit, peut-être juste d'alerter, parce que parfois les parents ne le savent pas, et lorsqu'on le leur dit, d'ailleurs ils constatent des effets bénéfiques du retrait de l'exposition importante aux écrans chez leur enfant. Allez-y, Philippe. Dans la maternité Arnaud de Villeneuve du CHU, là où je travaille, c'est assez rigolo, il y a une affiche où c'est marqué « Votre enfant, il n'est pas sur Insta, il est dans le berceau ». Et c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit, moi je le vois aussi en consultation, des gens qui viennent avec le téléphone portable pour filmer l'échographie, l'écran est devenu trop présent dans nos vies, et je pense qu'avant même de dire de s'occuper des enfants, il faut aussi... il faut aussi que les parents... Voilà, éduquer les parents, parce qu'en fait, ils sont tout le temps sur leur écran, et à vouloir mettre leur enfant sur l'écran, sur les photos, etc. Et donc, je trouve cette idée de dire, votre enfant, il n'est pas sur Insta, il est dans le berceau, ça rappelle là où sont les priorités. Ça remet l'église au milieu du village. Voilà. Ah, Maria, ouais. Complètement d'accord, mais en même temps, il faut savoir raison garder. Et parfois, il y a des enfants, notamment ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont besoin des écrans, qui sont des outils de remédiation. Donc il faut faire preuve de bon sens, pas d'exposition excessive aux écrans, en particulier avant 1 an, mais parfois des enfants relativement jeunes peuvent avoir besoin d'écrans qui sont des outils de remédiation pédagogique ou cognitive. Très bien. Tout à l'heure, vous disiez juste avant, et après on parle vraiment de la cohorte Marianne, mais vous disiez il y a des tas de choses qu'on peut encourager chez un enfant. C'est quoi ? C'est manipuler effectivement Alors, c'est l'occasion de rappeler que le développement des enfants commence très tôt. Aussi, il paraît que c'est bien. Commence très tôt, Ouais. dès la grossesse, on en discutait tout à l'heure. Donc, durant la période du développement embryonnaire, les enfants très tôt vont développer des capacités sensorielles, le toucher, le goût, etc. Et donc, lorsqu'ils naissent, ils sont déjà pré-câblés pour faire énormément de choses. On reprenait cette formule qui était assez familière il y a quelques années. Le bébé est une personne, c'est la réalité. Le bébé est prêt pour développer progressivement sa motricité, ses interactions il a sociales. déjà développé ses 5 sens, en fait. Il a développé... alors après, il faut affiner. Après, il faut affiner. Il a développé beaucoup de choses, sa motricité. Et ensuite, tout au long du développement des premières années, il va affiner tout ça. Alors, pour favoriser, une façon de favoriser ce développement, c'est de permettre l'expérimentation. Donc il faut, et je le dis plus particulièrement pour les enfants qui ont des difficultés de développement, qui ont parfois un accès à cette expérimentation motrice, sociale, aller à l'école, à la crèche, de manière adaptée, qui est moins bonne. Donc favoriser les terrains d'expérimentation, parce que pour apprendre, et cela quel que soit l'âge, mais quand on est tout petit, c'est encore plus important, pour apprendre, il faut pouvoir faire des expériences en toute sécurité, avec en backup,
papa, maman, les parents, les grands-parents, l'entourage qui... Mais très concrètement, c'est quoi? C'est des caplas ou c'est un peu trop tôt? Alors, quand la motricité le permet, ça peut être des caplas ou tout autre objet. On ne va pas faire de publicité pour caplas. Bien sûr. Mais ça peut être déjà de jouer avec d'autres enfants. Donc, les lieux les crèches, les haltes-garderies sont des lieux d'expérimentation relationnelle entre les enfants, d'apprentissage des règles de la vie en communauté qui sont très intéressants. Donc déjà, ça, c'est un levier important. In utero, l'enfant, il fait déjà pas mal d'expériences. Sans le vouloir, par exemple, quand sa maman mange un certain nombre d'aliments, on sait que ça influence, le liquide amniotique change probablement de goût, et ça va influencer son goût futur. Et après, il y a déjà énormément d'interactions entre une maman et son bébé. On sait aussi que mettre les mains sur le ventre, le faire bouger, s'approprier son propre utérus, que le papa fasse des mouvements aussi avec les mains, leur parler, leur faire écouter de la musique. On sait qu'à partir de 20 semaines, il y a probablement déjà une sensorialité de ce point de vue-là. Puis après, je pense aussi important de pouvoir développer les concepts de gym poussette ou de gym maman-bébé, qui mettent de l'interaction avec son enfant et qui, en plus de ça, l'initie déjà par mimétisme à la pratique de l'activité physique. Ça, c'est important. Merci beaucoup. Alors, à Maria, justement, cette cohorte Marianne, donc c'est un projet pilote. Je crois que la France est vraiment en avance. Il y a un projet un peu comparable en Californie. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Ça concerne pas mal de familles. Oui, 1700 familles. Qu'on a déjà commencé à recruter. C'est une étude nationale commandée par l'État pour mieux comprendre les déterminants de la santé et du développement chez les tout-petits, en lien avec cette question de l'exposome et de l'épigénétique, puisque nous n'avons pas suffisamment de données pour répondre à la question de est-ce que l'environnement influence, en plus des facteurs génétiques dont on a parlé, influence le développement des tout-petits et leur santé tout au long de la vie. Donc il y a 1700 familles, les deux parents, les fratries, les enfants qui sont recrutés depuis quelques mois dans plusieurs villes de France et qui vont être suivis jusqu'aux 6 ans de l'enfant. On va examiner de très près des paramètres du développement parfois très petits, comme la façon de coordonner la vision avec la motricité spontanée dès les premières semaines de la vie, qui sert énormément à l'exercice d'autres fonctions cognitives plus complexes, par exemple les interactions sociales, avec dans l'idée qu'on pourrait développer un nouveau paradigme de l'intervention et de l'accompagnement développemental, en se disant que des petites anomalies, des petites perturbations du développement de la motricité ou de la vision pourraient faire le lit à des perturbations plus significatives des interactions sociales, et que prendre en charge ces toutes petites difficultés permettrait de limiter l'impact sur les interactions sociales, le langage, etc. Donc vous l'avez dit, ça a été lancé il y a quelques mois, et les premiers résultats, on pourrait les avoir dans combien de temps à peu Alors près? vraiment les tout premiers résultats dans 2 ans, parce qu'il nous faut recruter beaucoup de familles, et d'ailleurs je lance un appel aux familles volontaires, qui sont des familles qui ont déjà eu des enfants et qui seraient d'accord pour être suivies dès la grossesse à la maison. Puis ensuite là où elles accoucheront, dans la maternité où elles accoucheront, et puis ensuite des visites dans des services, dans des centres hospitaliers universitaires en France, des visites régulières des bébés pour examiner le développement, et puis des questionnaires qui sont remplis en ligne. Donc si vous êtes parents intéressés pour participer à ce projet ou en parler de manière favorable, eh bien merci à vous. Et donc, il y a un projet un peu similaire en Californie, c'est ça? Oui, il y a un projet un peu similaire en Californie qui s'appelle Early, qui a débuté il y a des années. Et je crois, j'espère qu'avec un consortium de chercheurs en France, avec l'appui aussi de chercheurs internationaux, on va pouvoir renforcer le projet qui avait été développé aux États-Unis, le nôtre a des caractéristiques un peu différentes, mais on n'a pas le temps d'en parler. Non, mais c'est passionnant. On va revenir un tout petit peu sur les conseils, avec quand même un fil conducteur qui vous est cher à tous les deux, je crois. C'est-à-dire d'essayer de bien faire, c'est très important, mais il ne faut pas non plus se mettre trop de pression, c'est ça? Alors, on a vu apparaître avec ce concept des 1000 premiers jours un autre concept qui était celui de burn-out parental. Alors, ça concerne plutôt des parents dits CSP+, mais qui se mettent une telle pression de vouloir trop bien faire
qu'en fait, c'est contre-productif. C'est contre-productif. Ils ont des injonctions paradoxales. Un bon exemple, c'est celui des poissons qui pourraient contenir des métaux lourds. C'est-à-dire que d'un côté, on dit qu'il faut manger des poissons, et plutôt des poissons gras, type thon, etc. Mais en même temps, on leur dit que dans ces poissons, il y a des métaux lourds. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Qu'est-ce qu'ils vont faire, voilà. À un moment, quelle est la balance bénéfice-risque ? Et probablement qu'en mangeant de petites quantités régulières de ces poissons, il ne faut pas en manger tous les jours, on limite finalement l'exposition aux métaux lourds. Et ça, c'est vraiment très important. Et en fait, on s'aperçoit aussi que ces gens qui sont très sensibles à cette question des 1000 premiers jours, spontanément, généralement, ils font déjà très très bien. Et pas besoin de se mettre une pression supplémentaire, parce qu'après, on risque de basculer dans un stress qui est totalement inutile. Donc cool, quoi. Voilà. Maria. Oui, et en même temps, et d'ailleurs tu le disais tout à l'heure en rappelant d'où venait historiquement ce concept des 1000 premiers jours, l'UNICEF, et c'était plutôt un concept qui était conçu pour des pays à faibles ressources économiques. Oui, ça c'est l'historique, hein. Voilà, peut-être vous pouvez le rappeler, c'est très intéressant. Ça c'est l'historique. En même temps, il n'y a pas que des CSP+, dans notre pays. Nous sommes dans un département qui se caractérise, ce n'est pas un secret, l'Agence régionale de la santé le met en avant dans un département, et il y en a d'autres en France, par beaucoup de pauvreté. On sait que la pauvreté, c'est un facteur de risque de mauvaise santé mentale chez les jeunes et chez les moins jeunes. Donc c'est intéressant de raisonner en termes de santé environnementale et de santé sociale, parce que ça peut être aussi un levier pour les politiques dans les villes, dans les régions, pour modifier ces déterminants de la mauvaise santé, en favorisant l'accès au logement, etc. Un des problèmes de cette population les plus défavorisées, c'est qu'elles sont victimes des aménités environnementales. C'est-à-dire qu'en fait, leur exposome, il est défavorable à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont peu d'activité physique et peu de possibilités d'en faire. Ils vivent dans des zones qui sont plus polluées, plus bruyantes, plus proches des autoroutes. Ils ont une alimentation de moins bonne qualité parce qu'ils ont moins d'argent pour manger de meilleurs produits. Et en fait, l'ensemble des éléments s'associent. On cumule beaucoup de choses. Et quand on les prend en charge, et il y a un concept qui est très bien aussi au Québec qui s'appelle le concept HOLO, c'est œuf, lait, orange. Alors depuis, ils ont remplacé le jus d'orange par juste des fruits et des légumes surgelés. Et en fait, ils accompagnent ces couples et ces familles. Et je pense que ce serait très intéressant pour la région si on pouvait aussi... en plus, on a beaucoup de producteurs de fruits et de légumes locaux. Bien sûr. Si on pouvait mener une politique avec nos institutions autour de ces questions, ça pourrait être vachement bien. C'est quoi d'autres conseils, mais qui forcément ne coûtent pas énormément d'argent? Tout à l'heure, on parlait de la piscine, peut-être. Ça, avant la naissance. C'est marcher, par exemple, de la marche un peu active, c'est excellent pour la grossesse. Si on regarde, ça diminue le fait de faire un diabète gestationnel, ça diminue la prise de poids excessif, ça diminue les bébés de trop gros poids. Alors on aime bien avoir un beau bébé, mais il ne faut pas qu'il soit trop gros non plus. Ça améliore les douleurs lombaires, ça améliore les sensations émotionnelles de la future maman. Rien que de faire un peu de marche active en portant des bouteilles comme ça peut avoir un effet très favorable sur le déroulement de la grossesse. Combien de temps par jour? Alors, idéalement, c'est une demi-heure par jour. C'est peut-être un peu excessif pour certaines femmes, mais déjà qu'elles fassent ce qu'elles peuvent. Si c'est faire 10 minutes le tour du pâté de maison... Ils vont me faire un petit peu, que rien du tout. Un petit peu pour débuter, puis ensuite, le plaisir vient en mangeant, le plaisir vient en marchant. Et peut-être pour après, lorsque l'enfant est là, ne pas hésiter quand on est parent à jouer avec son enfant, passer du temps avec lui, du bon temps, et puis lui faire confiance, et puis se faire confiance en tant que parent. Et quand c'est difficile, parce que certains parents ont des difficultés émotionnelles, ne pas hésiter à se faire accompagner. On évoquait tout à l'heure qu'aujourd'hui, en France, il y a une politique de dépistage systématique des difficultés émotionnelles chez les parents lors du 4e mois, et que ça permet un accompagnement par le médecin généraliste, par des sages-femmes, etc. Et que c'est important, cette bonne santé, ce bien-être des parents compte aussi beaucoup pour la bonne santé, le bien-être de leurs enfants. Donc aussi être en mesure de se faire confiance. C'est important. Je crois qu'on va bientôt permettre, Hélène, de... Absolument, parce que vous êtes très nombreux, donc j'imagine que vous avez beaucoup de questions. En tout cas, merci beaucoup, professeur Bagdadi, professeur Deruel. On vous applaudit. C'était à la fois très riche et très pratico-pratique. Donc,
Avez-vous des questions ou des demandes de précision? Je vois une main levée là-bas, s'il vous plaît. Et également ici, voilà, de chaque côté. Mais madame, on vous écoute. Le micro arrive vers vous. Bonjour. Bonjour. Ça marche, ça marche. Ouais. Donc je vous remercie pour votre présentation. Voilà. Donc moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est une réflexion. Je suis une maman qui a eu un enfant, on va dire, après les âges classiques. Et ce que je voulais signaler, parce qu'effectivement, ces 1000 jours, c'est très important. Donc pendant mes 9 mois, on va dire, de grossesse, c'était donc il y a 15 ans et demi. Moi, j'étais super à l'aise, quoi. J'étais tellement heureuse. Enfin, c'était mon dernier enfant. Et en fait, j'ai vécu ces 9 mois presque avec des angoisses parce que en fait, le corps médical m'a mis la pression sur l'âge. Vous risquez ça, les examens, donc tous les examens obligatoires, échographie, amniosynthèse, enfin la totale, quoi. Et en fait, j'ai eu une grossesse super idéale, on va dire, pas de problème particulier. Et en fait, c'est cette pression médicale avec les statistiques de risque. À votre placenta, il n'y a pas beaucoup d'eau. Faites attention. Vous mangez quoi? Vous buvez, machin. Enfin bref. Donc moi, ça m'a. Bon, Dieu merci, tout s'est bien passé. Césarienne obligatoire parce que vous n'avez jamais eu d'enfant, parce que vous avez 43 ans, etc. Enfin, tout ça, c'est très lourd à porter. Alors bon. Merci. Mon enfant va très bien, mais je veux dire aussi, le corps médical a une responsabilité. Je crois que c'était un des messages de Philippe. De vous accompagner. Je crois que c'était un des messages de Philippe. Merci pour votre témoignage, madame. Oui, merci de ce partage. Alors, vous avez vraiment raison. Et bon, moi, j'ai 50 ans, j'ai vu évoluer l'obstétrique en 25 ans. C'est vrai que le corps médical a cru bien faire et vous apporter un bénéfice, mais en gérant la grossesse par le risque. Et ce n'était pas forcément une bonne chose. Alors, tout doucement, le paradigme est en train de changer. Et c'est une bonne chose. Et après, c'est vrai que la notion de stress, il faut aussi relativiser. C'est vrai que vous l'avez mal vécu, mais pour qu'il y ait une influence négative sur le bébé, on sait qu'il faut des stress majeurs. Donc, par exemple, on a démontré que pendant la guerre au Congo ou au Zaïre, et puis également au moment du 11 septembre, on a vu les enfants de ces mamans qui avaient subi des stress, mais qui sont les stress les plus élevés, ont des conséquences. Ce qu'on n'a jamais réussi à démontrer pour quelqu'un qui dit au quotidien je suis un peu stressé par ma grossesse, ou les docteurs me stressent, la sage-femme me stresse. Heureusement, il faut vraiment un impact majeur pour le démontrer. Néanmoins, les équipes médicales ont bien conscience d'en avoir trop fait et on va vers une démédicalisation de la grossesse. Et puis, ce que vous appelez des âges extrêmes, aujourd'hui, on n'a plus du tout les mêmes discours, fort heureusement. Merci. Alors, une autre question ici, on vous écoute, madame. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Oui, bonjour. J'étais un petit peu étonnée au début de votre intervention. Vous parlez beaucoup de papa et de maman. De nos jours, il y a de plus en plus de couples homoparentaux. Je voulais savoir si au niveau du développement des enfants, il y avait des études qui montraient un impact sur une famille homoparentale ou hétéroparentale. Une réponse à deux voix. Ouais. Allez-y. Alors, beaucoup de couples homoparentaux, il y en a, on en suit. Moi, j'en suis quelques-unes. Il y en a pas beaucoup. C'est la grande majorité des couples qu'on prend en charge sont des couples hétérosexuels. C'est pour ça aussi que le discours est un peu hétérocentré. Mais vous avez raison. Je l'avais dit. Il y a en effet des couples homoparentaux où il n'y a pas vraiment de papa, mais il faut quand même un spermatozoïde. Donc ensuite, les éléments qu'on a, les suivis de ces grossesses sont la plupart du temps des grossesses normales. Quand il y a des doubles dons, c'est un peu particulier parce qu'on augmente légèrement le déséquilibre immunitaire, mais les risques là aussi sont très très faibles et il faut arrêter de prendre en charge la grossesse selon le risque. Pour ce qui est du développement des enfants, on a des données, et je vais laisser à Maria répondre, oui. Mais pour moi, en tout cas, mon point de vue d'obstétricien, c'est qu'elles sont plutôt rassurantes.
Alors, moi, ma pratique n'est pas centrée, hormis dans le cadre de la cohorte Marianne, sur la grossesse, mais sur après la naissance. Et nous recevons beaucoup de couples qui sont des couples de papa, enfin deux papas ou deux mamans, et les enfants vont aussi bien que quand ce sont des couples de papa et de maman. On a des parents qui éduquent avec autant d'amour et autant de compétences parentales. Donc, alors ça, c'est pas une étude, ça c'est, j'allais dire, tout à fait empirique, et donc on a d'aussi bons parents, quel que soit leur sexe, voilà. Et puis ensuite, du point de vue de la recherche, il y a eu des travaux qui ont été menés pour montrer que la santé psychologique, par exemple, des enfants, lorsque ils avaient deux papas ou deux mamans, était aussi bonne que lorsqu'ils ont un papa et une maman. Donc pour moi, c'est pas un sujet, enfin, il n'y a pas de problème sur ce plan-là, ni au niveau pratique quotidienne, ni au niveau scientifique. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, madame, on vous écoute. Bonjour, j'ai une question. On parle d'étayage parental. Que se passe-t-il dans le développement du cerveau de l'enfant, surtout quand le couple se déchire ou se sépare? Toujours dans les 1000 premiers jours, hein, c'est ça? Donc, in utero, on n'a pas vraiment de données. Je serais bien en difficulté de répondre. Après, je pense que, comme toujours, l'être humain est capable de beaucoup de résilience, et il va forcément y avoir un temps où l'individu va trouver une forme d'équilibre. Mais je pense que, Maria, tu peux mieux répondre que moi. Ce sont des facteurs de stress pour les parents et pour l'enfant. Il n'y a pas de trajectoire univoque dans ces situations-là. La résilience, elle dépend des individus, et même d'un enfant à l'autre, on a des capacités d'adaptation affective, émotionnelle qui varient beaucoup. Il est certain, et vous allez dire c'est une lapalissade, qu'il vaut mieux pour un enfant se développer dans un environnement serein. Voilà, je ne peux pas dire plus. Je voudrais juste rajouter, le risque est plus pour la maman. Par exemple, une maman qui se retrouve isolée au cours de la grossesse parce que le conjoint est parti, ce qui est une situation malheureusement assez fréquente. Les hommes ne sont pas forcément très courageux quand il y a un bébé à venir. À ce moment-là, c'est vraiment un risque de dépression du postpartum, par exemple, ça surtout. C'est plus le risque pour la maman que pour l'enfant, je pense. Merci. Madame, vous aviez une question? Bonjour, merci pour la qualité de vos interventions. Moi, j'ai une question par rapport à l'expérience cohorte Marianne. Si j'ai bien compris, ce sont des familles qui ont été touchées par un trouble du spectre autistique. Et moi, j'aimerais savoir si vous vous penchez aussi sur les incidences sur la fratrie. Parce que être frère ou sœur d'un enfant autiste, c'est pas facile, avec ce handicap invisible. Et moi, j'ai mon aîné qui m'avait dit, l'enfant autiste a 41 ans aujourd'hui, qui m'avait dit, j'aurais préféré qu'il soit trisomique parce que ce serait plus facile pour moi d'expliquer aux copains. Voilà. Merci. Alors merci madame de votre question. Ça me permet de préciser ma description tout à l'heure de la cohorte Marianne. La cohorte Marianne, il y a deux groupes qui sont suivis. Il y a effectivement, comme vous l'expliquiez, un groupe de familles qui ont déjà eu des enfants dont un diagnostic d'autisme, ce qui détermine pour le reste de la fratrie un surrisque d'avoir des troubles du développement, quels qu'ils soient. Ça peut être de la dyslexie, des difficultés de langage, de motricité. Et l'autre groupe est un groupe de la population générale. Ce sont des familles qu'on appelle familles contrôle ou familles témoins, qui ont des enfants, mais aucun n'a de problème de développement particulier. Et elles aussi, ces familles, ont envie de contribuer à apporter des éléments de réponse sur est-ce que la santé est déterminée par certains facteurs environnementaux en plus du génome. Alors votre question plus spécifiquement concernant le suivi des fratries, de la fratrie élargie dans la cohorte Marianne, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est fait, mais nous le faisons dans d'autres projets de recherche, notamment dans une étude que nous coordonnons au CHU de Montpellier qui s'appelle la cohorte Elena,
et des études ancillaires, c'est-à-dire des études qui viennent compléter le projet initial, où on s'intéresse au ressenti des fratries. D'ailleurs, ça nous a amené à proposer au Centre de ressources autisme et au Centre d'excellence sur autisme et les troubles du développement à Montpellier des groupes pour les fratries, pour exprimer cette difficulté parfois, et parfois aussi une immense fierté, parce qu'il y a les deux, il n'y a pas que des sentiments négatifs qui sont exprimés par les fratries, il y a parfois une grande fierté, en tout cas pour leur permettre de s'exprimer librement en présence de psychologues, en dehors de la présence des parents, dans le cadre de groupes que nous on appelle des groupes d'éducation thérapeutique, qui permettent d'accompagner les enfants du point de vue de l'expression de leur vécu émotionnel. Et Maria, est-ce que tu ne penses pas aussi qu'au-delà de l'autisme, d'une façon générale, les maladies psychiatriques sont souvent moins bien comprises, moins faciles à expliquer que des maladies plus classiques, entre guillemets, comme la maladie d'Alzheimer, la trisomie 21, le cancer? Ce dont parlait Madame en parlant de handicap invisible, mal compris, mal perçu, c'est toute la question de la stigmatisation des problèmes de santé mentale et des situations de handicap. Tout à l'heure, il a été évoqué les handicaps psychiques. Là, on parle des handicaps cognitifs liés aux troubles du neurodéveloppement. Oui, on a encore beaucoup de chemin à faire pour déstigmatiser ces problèmes de santé qui, effectivement, dans notre société, n'ont pas le même statut que d'autres conditions chroniques. Je pense au diabète, à l'asthme, qui partagent avec les troubles du développement un caractère multifactoriel, c'est-à-dire lié au génome et à l'épigénome, donc à l'environnement. Merci. Alors, il nous reste très très peu de temps. Une question courte et une réponse courte au premier balcon. On n'a pas de micro, mais on la répétera. Merci. On est reparti de la situation, voilà, en cas de grosses difficultés, de rupture, de dépression postpartum. Quel risque pour l'enfant ? Ça, c'est les Anglais qui ont pas mal étudié ça. Et probablement, il y a un lien entre, en effet, des situations de dépression du postpartum, donc des grandes difficultés de la maman, qui ne sont pas nécessairement liées à une séparation, et la survenue ultérieure à l'adolescence de difficultés. Ça, c'est quelque chose qui est en train de germer à la fois chez les équipes obstétricales et aussi les équipes de psychiatrie, au-delà de la psychiatrie périnatale, pour mieux s'occuper de ces situations. Et les Anglais qui les ont bien pris en main se sont aperçus qu'ils avaient diminué le taux de suicide chez les adolescents, et probablement qu'il y a un lien direct entre les deux. Encore faut-il le démontrer, mais c'est possible. Merci. Et pour compléter par rapport à la cohorte Marianne, c'est une question qu'on va se poser, puisque est recueillie la santé de chacun des parents, psychologique, émotionnel, et donc nous allons étudier cette question que vous posez, pour laquelle, par rapport aux troubles neurodéveloppementaux, donc le TDAH, l'autisme, etc., il n'y a pas de réponse formelle. Merci beaucoup. Vous reviendrez nous en parler, Guillaume. Avec plaisir. Ouais, avec On plaisir. vous applaudit, Merci beaucoup. vraiment. Merci. Un immense merci pour ces informations extrêmement riches. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle conférence qui va porter sur les maladies auto-immunes quand l'organisme s'attaque à lui-même. À tout de suite. Merci beaucoup.